Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Et nous allons parler comme d'habitude de notre continent, l'Afrique. Le 27e sommet France-Afrique s'est clôturé samedi soir à Bamako, adieu de François Hollande au continent, crise post-électorale en Gambie, polémique sur un enfant tué par les soldats français au Mali. Plusieurs sujets ont dominé les débats. Le point avec Dalia Karam. Ce sommet Afrique-France était le dernier de François Hollande. Le président français qui a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en mai, y a donc fait ses adieux à ses homologues africains. Il en a aussi profité pour vanter son bilan sur le continent et en particulier au Mali, pays de ce sommet où il a pris une des décisions les plus importantes de son quinquennat, le déclenchement de l'opération Serval le 11 janvier 2013. Les chefs d'État ouest-africains et François Hollande ont aussi profité de ce sommet pour afficher leur soutien à Adama Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre en Gambie face à Yahya Jammeh. Barrow a en effet été invité samedi au sommet en tant que président élu. Il s'agit là d'un nouveau signal fort envoyé à Jammeh qui ne semble toujours pas décidé à quitter le pouvoir alors qu'approche la date butoir du 19 janvier, fin officielle de son mandat. La polémique autour d'un enfant tué par les soldats français au Mali a été également soulevée en plein sommet Afrique-France à Bamako. Vendredi 13 janvier, quelques heures avant l'arrivée de Hollande dans la capitale malienne, Jeune Afrique révélait qu'un enfant de 10 ans avait été tué puis enterré en catimini par des soldats français lors d'une opération le 30 novembre près de Tessalit, dans le nord du Mali. L'information a été confirmée le même jour par un communiqué du ministère français de la Défense. Présent à Bamako, Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, a indiqué qu'il avait demandé une enquête dont les résultats sont attendus d'ici début février pour faire la lumière sur cette affaire. Interrogé sur le sujet lors de la conférence de presse de clôture du sommet samedi soir, François Hollande a déclaré que la France n'avait rien à cacher et rappelé qu'une enquête interne avait été rapidement ouverte sur les circonstances de la mort de cet enfant. Le 27e sommet Afrique-France a été ouvert ce vendredi à Bamako, au Mali. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique francophone, mais aussi anglophone, ont discuté autour des questions de sécurité et démocratie à Bamako, quadrillés par des milliers d'hommes des forces de sécurité. Et nous avons avec nous actuellement en ligne Dr Moustapha Reda, professeur de sciences politiques. Bonjour Dr Reda. Bonjour à vous. Bonjour. Les engagements pris en 2013 pour la paix et la sécurité en Afrique ont été tenus malgré l'immensité des besoins sécuritaires, notamment au Mali qui continue de subir des attaques terroristes, selon François Hollande. Comment voyez-vous la situation sécuritaire en Afrique et est-ce qu'il y a des résolutions concernant ces attaques terroristes qui ont été prises lors de cette conférence ? Je vais vous dire, moi j'ai un point de vue que toutes ces conférences-là, on n'a pas donné les résultats on devait avoir. Le problème, c'est qu'on fait une conférence, comme vous savez, et après, chacun a son pays.
et la situation ne change pas. Moi, je pense que c'est très, très important d'avoir un comité pour suivre les recommandations de toutes ces conférences-là. Moi, je parle en général pour toutes les conférences, pas pour ces conférences spécifiquement. Alors, c'est très, très important d'avoir un comité pour avoir un plan d'action, pour suivre toutes les recommandations. S'il y a des problèmes, on a les solutions. Et ça va nous donner un très grand pouvoir pour avoir des résultats positifs après toutes ces conférences-là. Comme vous avez, combien de conférences on avait pour l'association palestinienne israélienne? Plein de conférences. C'est juste que maintenant, chaque jour, on a des gens qui sont des deux côtés, qui sont morts et qui sont blessés. La même situation, c'est en Syrie. On a beaucoup de conférences, on a tous ces mais pas de résultats positifs. Chaque jour, on n'a plus de réfugiés, des enfants, des familles, des civiliens sont malheureusement tués et blessés. La même situation, c'est en Irak et en Libye. Alors, moi, je pense que c'est très important d'avoir un mécanisme pour suivre ces recommandations-là. Oui. La question des migrants africains en Europe et les tensions qui en découlent a également été abordée lors du sommet. Quels sont les derniers développements concernant les négociations entre l'Union européenne et de nombreux pays africains à forte immigration? Moi, je pense que ça va prendre un peu de temps parce que, vous savez, la situation est très, très compliquée. Parce que je vais vous dire maintenant, on a la guerre dans tous ces pays-là, comme on a juste dit maintenant, et ces gens-là veulent échapper de leur pays. Si c'est la Libye, si c'est d'autres pays africains, allemand, tout ça. Alors, la solution, ce n'est pas solution pour avoir la stabilité politique dans les pays africains. Donc, et on doit avoir la stabilité économique, une chance pour ces gens-là pour qu'on peut vivre une vie confortable. Alors, mais si on n'a pas tout ça maintenant, on a tous ces problèmes-là, moi je pense qu'on ne pourra pas avoir une solution de cette situation des immigrants. C'est très très important de concentrer, d'avoir une solution pour la situation politique et économique dans ces pays-là. Docteur Moustapha Reda, nous vous remercions infiniment. Docteur Moustapha Reda, professeur de sciences politiques, pour ces explications de la situation en Afrique. Et nous allons continuer notre programme avec un autre sujet concernant le sport. Le président du Gabon, Ali Bongo, a officiellement donné le coup d'envoi de la 31e Coupe d'Afrique des Nations 2017 de football Cannes 2017 samedi lors d'une cérémonie animée par le rappeur franco-sénégalais Booba et des artistes africains comme le Nigérien Davido au stade de l'Amitié de 40 000 places de Libreville. Ali Bongo Ondimba est allé saluer les deux équipes du match d'ouverture, le Gabon et la Guinée-Bissau. Le Gabon, tenu en échec par la Guinée-Bissau 1-1, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score pour le pays hôte et Juraï Marino Soares a égalisé pour la Guinée-Bissau. Monsieur Bongo était accompagné de José Mario Vaz, son homologue de Guinée-Bissau, et d'Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, CAF, qui annonçait vendredi qu'il briguerait un 8e mandat. Après 5 ans d'absence et 3 éditions ratées, l'équipe nationale signe son grand retour dans ce grand show du football africain. Les Pharaons comptent bien renouer avec les auteurs auxquels il avait leurs fans. L'Égypte, la favorite du groupe D, face au Ghana, au Mali et à l'Ouganda, et qui va démarrer demain face à l'équipe malienne et tout de même un septuple champion d'Afrique. C'était une nouvelle tirée
C'était une nouvelle concernant la CAN 2017. L'Algérien Riyad Mahrez, brillant avec Leicester, sacré champion d'Angleterre à la surprise générale lors de la saison écoulée, a été élu joueur africain de l'année 2016 jeudi dernier à Abuja au Nigeria. Le milieu offensif de 25 ans, 361 votes, a devancé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'incontournable buteur de Borussia Dortmund qui avait remporté le trophée l'année dernière 313. Les deux joueurs font évidemment partie de l'équipe type 2016. Un commentaire signé Shamsenabi. The winner is Riyad Mahrez. Donné favori, l'Algérien Riyad Mahrez a été élu joueur africain de l'année 2016 dans la soirée du jeudi 5 janvier à Abuja au Nigeria. Le milieu offensif a été récompensé pour sa très bonne saison passée avec Leicester, sacré champion d'Angleterre. Il a été désigné par le vote des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations affiliées à la Confédération africaine de football, la CAF, et des groupes d'experts du football et des médias. Le jeune homme âgé de 25 ans a devancé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund qui avait remporté le trophée en 2015. Mahrez apporte un troisième ballon d'or africain au Fennec après l'Akhdar Belloumi 1981 et Rabah Madjer 1987, l'auteur d'une talonnade célèbre qui avait offert à Porto la Ligue des Champions la même année. Avec 17 buts en championnat, l'Algérien a été l'une des pièces maîtresses de Leicester en 2016. Ses pairs de Premier League ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Ils l'ont élu meilleur joueur du championnat anglais, l'un des plus relevés d'Europe. Ses performances lui ont permis, en outre, de devenir en décembre 2016 le premier Algérien à se glisser dans le top 10 du ballon 7e devant Aubameyang 11e. La belle histoire se poursuit donc pour Mahrez, ex-milieu offensif fluet de Sarcelles en région parisienne qui a découvert le professionnalisme sur le tard en rejoignant le Havre en Ligue 2 en 2010, avant un transfert vers l'Angleterre en 2014. Ces premiers mois de cette saison sont toutefois beaucoup plus contrastés avec 3 petits buts en championnat et une bien mode 15e place du club au classement. Pierre-Emerick Aubameyang poursuit lui sur sa lancée avec Dortmund. Le Gabonais, le 27e en caracole, en tête des buteurs de la Bundesliga, même si son équipe n'est que 6e au classement. La saison dernière, il a marqué à 25 reprises dans le championnat allemand pour un total de 39 buts, toutes compétitions confondues. Le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé vendredi la levée des sanctions, ou plutôt la levée de certaines sanctions économiques contre le Soudan, relevant des avancées positives de la part de Khartoum au cours des 6 derniers mois pour répondre aux conflits régionaux et à la menace du terrorisme. Cette décision, qui ne remet pas en cause la présence du Soudan sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme, prendra effet dans 6 mois, un délai qui vise à encourager le gouvernement du Soudan à poursuivre ses efforts.
En novembre, Washington avait prolongé d'1 an les sanctions à l'encontre de Khartoum, mais sans exclure de les lever à n'importe quel moment si ce pays d'Afrique réalisait des progrès. Le Soudan est depuis 1997 sous embargo commercial des États-Unis qui l'accusaient alors de soutenir des groupes terroristes armés. La Chine s'engage à contenir les niveaux de dette des entreprises alors que l'inflation augmente. Le PIB du pays pour 2016 devrait se situer autour de 6,7% alors que Pékin essaie de maintenir une croissance économique solide et équilibrée tout en évitant les bulles spéculatives déstabilisatrices. Le riz est un aliment de base au Sénégal et l'État d'Afrique de l'Ouest envisage d'en produire 950 000 tonnes en 2017. Des retards accumulés dans les récoltes précédentes ont entraîné des pertes importantes. Malgré cela, le pays compte atteindre l'officiance avant la fin 2017. La Chine et le Sénégal avaient signé en 2005 un accord pour la reprise de leurs relations diplomatiques. Et commençons notre presse africaine aujourd'hui avec ICFR qui déclare « En Afrique, les affaires de sorcellerie dans le football sont prises très au sérieux, tellement que la fédération rwandaise vient d'en interdire la pratique après qu'un joueur a semblé jeter un sort au cours d'un match. Au Rwanda, on ne plaisante pas avec ça. » Lors d'une rencontre le 16 décembre dernier entre Mukura Victory et Ryan Sport dans le temps additionnel de la première période, l'attaquant Moussa Camara a semblé déposer un objet au pied d'un des poteaux du gardien adverse alors que son club du Ryan Sport est mené 1-0. Et on retourne avec le quotidien La Croix qui titre « Monique Nouvian Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, nous expose la situation de la scolarisation en Afrique. 38 millions d'enfants en âge d'aller à l'école sont non scolarisés de par le monde. En Afrique, ils sont plus de 18 millions. Mais aller à l'école ne suffit pas. Encore faut-il réussir à terminer sa scolarité. Or, en Afrique subsaharienne, plus de 56 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans n'ont pas achevé leur scolarité primaire. Nous parlons d'un jeune sur 3. En Afrique toujours, plus les enfants grandissent, moins ils sont nombreux à étudier. Seuls 2 enfants sur 3 achèvent le second cycle du secondaire. Et passons au quotidien Jeune Afrique qui titre « Infrastructure, le Sénégal et la BAD signent les accords de prêt du pont de Rosso ». Dans les cartons depuis une cinquantaine d'années, le pont de 1461 mètres doit remplacer les traversées pour bac entre le Sénégal et la Mauritanie à échéance 2020. Le projet de construction du pont de Rosso s'accélère. Les accords de prêt pour le financement de l'infrastructure ont été scellés jeudi 12 janvier à Dakar entre le ministre sénégalais de l'économie, résident intérimaire de la BAD, Banque africaine de développement à Dakar. C'est le Sénégal qui pilotera la gestion du projet, une des concessions faites par Nouakchott, tandis que la Mauritanie en arbitrera le siège de l'autorité gestionnaire.
Paramenta Mozambique, Sabu Sahara, African melodies. Bless you, my motherland. Say, I say, I say. Viva Africa, viva, viva, viva Africa, viva Kuduro, viva Africa, viva, viva, viva Africa, viva Macero. Hey, hey, hey. My Asian friends, America, let me see in Africa. Europeano, Caribbean, Latino. Pour les éléphants a été organisé samedi à Dar es Salaam en signe de protestation contre le braconnage des éléphants qui constitue un poids économique très important pour le pays. Un commentaire. Environ 500 personnes, dont la moitié issue de la communauté chinoise de Tanzanie, ont marché samedi matin à Dar es Salaam pour défendre la cause de la protection des éléphants victimes du braconnage. Les participants ont parcouru 5 kilomètres dans les rues de la capitale économique de la Tanzanie à l'occasion de cette opération de sensibilisation baptisée « Marche pour les éléphants » à laquelle participait notamment l'ambassadeur de Chine dans ce pays d'Afrique de l'Est. La Chine est considérée comme la principale source de la demande mondiale d'ivoire, une demande qui alimente le marché de l'ivoire de contrebande provenant du braconnage et responsable de la mort d'environ 30 000 éléphants d'Afrique par an. Fin décembre, la Chine a toutefois annoncé qu'elle allait interdire tout commerce et transformation de l'ivoire dans le pays d'ici 2017, une décision bien accueillie par les participants à la marche de samedi. La Tanzanie, l'un des pays qui compte la plus importante population d'éléphants sur le continent africain, est aussi l'un des plus touchés par ce problème. Un recensement récent notait que la population de pachydermes y a diminué de 60% entre 2009 et 2014. De son côté, le secrétaire permanent du tanzanien des ressources naturelles et du tourisme a rappelé le poids économique des éléphants pour son pays, l'industrie touristique étant le premier secteur économique du pays. Il a déclaré: les éléphants figurent en tête des attentes des touristes qui viennent visiter notre pays. Les éléphants constituent un actif important pour notre pays et le gouvernement est déterminé à mettre un terme au braconnage. Patrice Lumumba, qui a arraché l'indépendance, mais qui n'est resté que 2 mois et demi à la tête du Congo, est devenu un grand révolutionnaire, le héros national du peuple congolais. Pourquoi lui? Parce qu'il a été le premier à comprendre que la seule force capable de réaliser l'indépendance totale était celle de la grande masse des exploités et des opprimés. Les détails avec Shams Nemi. Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onualua, Congo belge. Il est mort assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga, qui est le premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Il est, avec Joseph Kasavubu, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Lumumba est considéré au Congo comme le premier héros national. Il a en effet été assassiné par des responsables de l'État du Katanga avec la complicité de la sûreté de l'État belge, puissance coloniale du Congo, et des services secrets, le CIA, des États-Unis. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. Il découvre en travaillant pour la société minière que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler les cadres congolais à la gestion de ces richesses.
En 1955, il crée une association, APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, première du genre après la guerre, et qui a un grand retentissement dans le monde, des Congolais sont invités en Belgique, dont Patrice Lumumba. Mécontent de l'image paternaliste peu flatteuse du peuple congolais présentée par l'exposition, Lumumba se détache des libéraux et avec quelques compagnons politiques noue des contacts avec des cercles anticolonialistes de Bruxelles. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Des élections générales, les premières dans l'histoire du Congo, encore belges, ont lieu en mai 1960. Le leader Bas-Congo Joseph Kasavubu, triomphant surtout dans la région de l'île, prête serment comme président de la République et avalise aussi tôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre, ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste au candidat du parti ayant remporté le plus de voix. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement largué des libéraux et qui s'est entouré de conseillers étrangers de gauche, prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Lumumba s'efforce de rectifier le mal que ces paroles ont pu provoquer en prononçant un discours qui se veut lénifiant, dans lequel il évoque un avenir de coopération belgeo-congolaise. Se détournant d'un passé révolu, une brève carrière politique est finie. Mais les effets du premier discours de Lumumba, retransmis par la radio, se font rapidement ressentir dans la population congolaise. Les paroles en sont interprétées comme anti-belges, alors que les fonctionnaires belges restent présents à tous les échelons de l'administration congolaise. Cette situation provoque dans quelques casernes une révolte qui gagne des populations civiles, surtout dans la capitale Léopoldville. Lumumba sera fusillé le soir avec des soldats sous le commandement d'un officier belge. En 2003, le documentaire télévisé CIA Guerre secrète explique que Mobutu a fait dissoudre le rival assassiné. Il est acquis en outre que les États-Unis avaient tenté de faire assassiner Lumumba, mais le plan avait échoué au niveau de choix de l'assassin. L'opération avait été ordonnée par Allen Dulles, qui avait mal interprété la volonté du président Dwight Eisenhower.